bonjour à vous et merci de m'accueillir. Et je suis à la fois ému, content, fier d'être avec vous. Il manque quelque chose dans le titre. C'est travailler, manager, produire autrement, mais il y avait une deuxième partie, vous l'avez vu, c'est vers la fin des processus, point d'interrogation. Et c'est là-dessus, finalement, que je vais essayer de partager 2-3 choses avec vous. Et je suis content parce que d'où je parle finalement du point de vue de... Je suis à Grenoble École de Management, où vous connaissez le biotope Management, Technologie, Innovation. Et puis, il y a 2 ans, on avait publié un ouvrage collectif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Stratégie et pilotage des systèmes d'information. J'avais travaillé sur la postface vers le DSI 2.0, c'est-à-dire le nouveau DSI. Et je suis sûr que vous êtes déjà tous des DSI du futur. Et quand on aborde les questions de service, on voit bien qu'on est là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise 2.0 ? Ça n'a rien à voir avec le web 2.0. C'est le nouveau modèle d'entreprise, c'est-à-dire c'est la nouvelle version de l'entreprise. Et quand mon ami Yves Cazot dit que l'entreprise du XXIe siècle sera de zéro ou ne sera pas, c'est intéressant. D'ailleurs, il a publié un livre que vous connaissez tous qui s'appelle Processus et entreprise 2.0, innové par la collaboration et le lean management, qu'il m'a gentiment demandé de préfacer et qui vient d'avoir le prix du livre de management. Et on voit bien qu'on est au cœur d'une série de questions. Je n'ai pas de réponse. Est-ce la fin du processus ? Mais j'ai quelques opinions, tout au moins, et je vais essayer de les partager avec vous. On sait une chose importante, c'est que, et vous le savez, le Cluttrain Manifesto nous le dit, vous l'avez tous lu bien sûr, les marchés sont des conversations. Une gigantesque, finalement, conversation mondiale s'est ouverte, et c'est là où nous sommes. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça, parce que je rappelle que le fait générateur d'un processus, c'est créer de la valeur pour le client. Et créer de la valeur pour le client, fait générateur du processus, eh bien, aujourd'hui, le client, les marchés, sont des conversations. A-t-on, finalement, les dispositifs pour organiser et optimiser les conversations avec ses clients ? Alors, peut-être une réflexion à se conduire. Vous êtes des professionnels de l'information. Vos entreprises, finalement, aujourd'hui, sont dans un environnement complexe, changeant, et elles sont victimes de la complexité grandissante du monde et de leur organisation. Et vous le savez, il y a un point tout à fait important, c'est que le monde s'est toujours transformé quand il y a eu finalement un rapport nouveau entre les personnes, les gens, l'homme, l'humanité, la civilisation et l'information. Le premier effet, ça a été l'invention de l'écriture. Et le monde s'est transformé avec l'invention, finalement, le rapport de l'homme à l'écriture. Ça a pris des millénaires, avec des ruptures, des moments particuliers. Platon, c'était la génération Y de l'écriture, puisque sont dépassés la logique orale, la logique écrite, et le fameux débat Platon-Socrate, c'était là. Et puis, il y a eu le livre. 300-400 ans pour transformer le monde. Et puis Internet. 30 ans. On est au milieu. Donc la question de vitesse, vous le savez et vous le vivez, tous nos modèles sont bousculés. En même temps, historiquement, dans notre époque industrielle, il a été bien vécu et précis que quelque part, on s'est embarqué dans les processus. Parce qu'il fallait organiser des logiques de processus. Jean-Pierre Cornu, qui était là l'année dernière à ma place, disait « on est passé du monde de la manufacture au monde de la servofacture ». Mais cette question d'optimisation, de travail sur les processus, nous a amené fondamentalement à nous poser la question du résultat. Et on a fait un focus d'enfer sur les logiques de résultat. On y est. Et quand on fait un focus d'enfer sur les logiques de résultat, on arrive à des logiques financières. Et on fait un focus d'enfer. Et on arrive à la financiarisation. Nous y sommes. Grosso modo, on arrive finalement à une espèce de taquet, à un moment particulier de l'histoire, où cette financiarisation exacerbée, ce qui se passe, c'est qu'on voit que cette logique de résultat nous amène peut-être ailleurs, finalement, à une logique du devenir. Cette obligation du quantitatif nous amène à une logique du qualitatif. Et je pense que ce moment de rupture particulier
qui s'impose à nous dans un moment où, n'ayons pas peur des mots, nous sommes en situation de catastrophe permanente. Et en situation de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser de la résilience. Et qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est un dispositif de lien social, d'organisation, de partage, de faire en sorte effectivement que l'entreprise soit une communauté de destin, une communauté d'essaim pour créer de la valeur et avoir de l'efficacité opérationnelle. Et vous, les professionnels de l'information, vous êtes l'usine à lien social et à résilience, autant qu'à la création de valeur. Et dans ce moment tout à fait important, où les modèles économiques sont en train de changer, où la vitesse est extraordinaire, où la rupture est à tous les coins de rue, où les crevasses schizophréniques de nos organisations s'ouvrent sous nos pieds, nous avons un défi difficile, exigeant. Parce que la complexité, elle n'est pas dans notre mentalité, parce que nous avons l'habitude de traiter du compliqué, c'est-à-dire de la séparation en morceaux, et pas de la complexité, c'est-à-dire de l'interrelation. Or, c'est bien ça le défi. C'est bien ça un de nos enjeux, avec tout un ensemble de points sur lesquels les éléments méthodologiques de structuration, finalement, nous posent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. J'aime bien ce que dit Steve Boyd. The right of network, the end of process. Je disais que le processus, il a été fait générateur pour finalement créer de la valeur pour le client. Et qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, on a une approche particulière où les processus organisent finalement l'exécution des tâches, des activités par les individus. Or, ceci se fait souvent et de plus en plus au détriment de la relation avec le client final. Nos entreprises deviennent finalement des espèces d'écosystèmes de parties prenantes multiples qui sont remis en cause de mille et une façons, notamment par des modèles multiples existants et à droite et à gauche. Quand je vois mes étudiants, ils savent très bien que les métiers qu'ils auront demain ne sont plus les mêmes que ceux qui existent aujourd'hui. Ils savent qu'ils seront plus salariés parce que, je dirais, le modèle du salariat va probablement évoluer. Ils savent qu'ils seront dans des modèles totalement différents. Ils savent quelque part, ils changent. On voit bien que le processus devient assez souvent secondaire par rapport à un certain nombre d'autres exigences qui sont celles de l'efficacité de l'innovation organisationnelle, de l'innovation de produits, de l'innovation de services. Vous le savez bien, je travaille avec des grands groupes. Les grands groupes automobiles, ils ne vendent plus de voitures. Ils disent, nous, si finalement notre métier, c'est de faire de la tôle pliée sur des roues, on est out of market. Notre métier, c'est de vendre de la mobilité. Et bien, quand vous êtes un grand constructeur automobile, finalement, vous avez effectivement à gérer vos cabines de peinture et passer à la question de la mobilité. Le grand écart est difficile, mais aujourd'hui, l'exigence, c'est de devenir un acteur de la mobilité. Donc ça, c'est des impératifs et des contextes qui, quelque part, doivent nous alerter. Et quand, je dirais, on avance sur un certain nombre de points, on doit se poser toutes ces questions. Et puis, cette information multiple, grandissante, ce tsunami informationnel qui est là, nous impose finalement, pose une chose nouvelle. Ce n'est pas l'information qui est rare, c'est l'attention à l'information qui devient la rareté. Et donc toute l'exigence, toute l'efficacité d'une organisation, toute l'efficacité opérationnelle, tout le défi porté aux professionnels de l'information, aux knowledge workers, aux information workers, dont on parlera tout à l'heure, eh bien, c'est comment je vais optimiser finalement la gestion de l'attention. Ce n'est pas la gestion du processus qui compte, c'est la gestion de l'attention dans une information grandissante, multiple, évolutive. Et puis si on regarde ce que dit notre ami Clay Shirky, je vous conseille de lire son bouquin « The Power of Organizing Without Organizations », il nous rappelle de façon assez simple que notre modèle finalement d'activité et qui structure nos modes de pensée d'ingénieurs, notamment en France, j'en suis un, c'est quelque part Taylor. Le travail est individualisable, prédictible et mesurable. C'est fini. Mintzberg est mort, d'une certaine façon. Williamson, on doit poser des questions, etc., etc.
Grosso modo, on voit bien que nous avons, encore une fois, une logique qui est basée sur la coordination. Mais la coordination, c'est quoi? Ou la coopération. C'est-à-dire un résultat collectif, mais des objectifs individuels et des responsabilités individuelles. Au contraire de la collaboration, le résultat est commun, mais les objectifs et les responsabilités sont collectives. Or, nos modèles de pensée nous empêchent d'aller là. En même temps, on réfléchit, encore une fois, avec des coûts de coordination qui pèsent, qui nous mettent de la viscosité. Si on regarde un bouquin qui vient de sortir, ça s'appelle Lean Startup, eh bien on voit bien qu'il faut aller vite. On crée une start-up en un week-end. C'est-à-dire que vitesse, parce que le monde va vite. C'est l'exigence, ça change tout le temps. Et pour aller vite, dans ces mondes bêta dans lesquels nous sommes, ce monde de construction permanente, ce monde d'évolution, il faut se poser la question finalement de l'installation de nos standards, de l'installation de nos dispositifs qui introduisent de la viscosité à tous les coins de rue. D'autant plus que, finalement, une fois qu'on a mis le truc en place, la vitesse fait que ça ne sert plus à rien parce que le monde a changé. Le service a changé, etc., etc. Si on regarde Rework, que vous avez tous lu, bien sûr, eh bien, quand ils nous disent et qu'ils argumentent, et c'est vrai, encore une fois, que les documents abstraits, cahiers des charges, etc., créent une illusion d'accord, mais qui repose sur une interprétation, c'est authentique. Encore une fois, on se fait plaisir avec des tas de choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de partager du contexte, et du contexte vivant, dynamique, actif, dans lequel les choses vont finalement changer, parce qu'on se met au service du client, on se met à sa disposition, on est en interaction permanente, on anime une conversation. Et une conversation, c'est une écoute, un dialogue, une adaptation, un changement. Et donc, les plannings au-delà de 6 mois sont fantaisistes dans la plupart des cas. Ça nous interpelle, ça. Mais ce n'est pas faux. Donc, dans nos dispositifs de décision, d'animation, d'organisation de cette chose qui bouge, on doit se poser des questions. Quand on regarde, vous l'avez tous lu aussi ce bouquin, Faire du changement en mode de vie, conduite du changement, voilà un vocabulaire hérité de l'ère industrielle. Conduite du changement. Allons-nous conduire le changement? Non, le changement, c'est un mode de vie. C'est une posture, c'est une attitude, c'est une approche. Je vais conduire le changement. Non. Tuons ces vocabulaires. Nous avons un ensemble sémantique qui nous pèse. Il faut en inventer d'autres. Nous sommes acteurs de cette transformation. Nous sommes acteurs de ce nouveau vocabulaire qui est celui du monde d'aujourd'hui et de demain. Et si nous ne le faisons pas, nous allons rater notre efficacité, nous allons rater ce que demandent nos entreprises, à savoir de nous adapter, d'être en conversation avec nos marchés, de faire en sorte que quelque part, nous ayons de l'efficacité opérationnelle, de l'efficacité collective, et que quelque part, nous ayons de la résilience pour avancer ensemble dans ce monde de catastrophes permanentes qui est devant nous. En somme, et c'est ce que dit bien Yves, grosso modo, notre enjeu, c'est d'être en mesure, finalement, d'animer et d'exploiter notre potentiel de situation, et non pas de réfléchir à des stratégies de planification. Mais ça pose finalement des nouveaux rapports à l'information, des nouveaux dispositifs d'interaction, des digital workplaces qui soient finalement appropriés, adoptés, qui soient des éléments finalement, quelque part, où on se met au service d'eux. Et je crois que c'est un point tout à fait important auquel on doit penser. Excusez-moi, je regarde l'heure. Et puis l'économie, on sait bien, change. Vous le savez, économie du service, économie du gratuit. Nous passons, vos entreprises, nous tous, nous passons dans une économie où ce qui est l'enjeu, c'est l'usage, ce n'est plus la propriété.
Je reviens sur la voiture. À quoi ça sert d'avoir une voiture? Ce qui est important, c'est d'avoir de la mobilité. De plus en plus, finalement, cette action qui nous emmène dans un modèle business différent, dans lequel ce qu'on va acheter, c'est le service. C'est le service, c'est ça, hein, confiance, immédiateté, personnalisation, signification, authenticité, etc., etc. C'est ça l'économie du service. Je suis prêt à donner des tas de choses et je vais vendre des choses différentes en m'adressant dans ma conversation avec mon marché. Et puis en matière de technologie, vous le savez, mieux que quiconque, on n'a rien vu. Nous sommes au début de la fin. Vous savez bien que le cloud computing, les tablettes, l'Internet des objets, la transformation radicale du modèle du business du logiciel, avec tout ce qui se passe sur les logiques d'application, des applications métiers créées par tous et chacun, ça va venir. La gestion du patrimoine d'applications, ça va être quelque chose qui va être bientôt de la littérature. J'exagère, mais c'est peut-être ça. Et les technologies deviennent des technologies de la relation, des technologies culturelles, des technologies de l'esprit. Parce que c'est ça dont il s'agit. Parce que l'enjeu pour tous et chacun, et les gens qui sont vos clients, c'est de quoi faire? C'est de résoudre vite et bien des problèmes. Et résoudre vite et bien des problèmes, c'est quoi? C'est de mettre en contexte et en performance de l'information. Et votre défi, c'est de donner à chacun la capacité de pouvoir mettre en contexte et en performance de l'information pour résoudre des problèmes. Et je vais aussi résoudre des problèmes. Ça s'appelle de la connaissance, ça, en passant. Résoudre vite et bien des problèmes. Et en même temps, la connaissance, c'est quoi? C'est l'autre. C'est l'autre qui va m'aider à les résoudre. La connaissance, c'est l'autre. C'est chacun, finalement. Donc, en tant qu'opérateur de l'efficacité collective, au travers des dispositifs d'information, je dois traiter ça. Je dois faire en sorte que, quelque part, je puisse faire en sorte que l'autre soit accessible, disponible, compréhensible, simplement, et de pouvoir avancer sur la résolution de mes problèmes grâce à ces technologies qui deviennent des technologies de l'esprit, des technologies culturelles. En somme, on voit bien que nous avons à révisiter la question de processus, qui quelque part devient d'une façon secondaire. Parce que nous sommes embarqués dans un voyage, dans une orbite nouvelle. Et vite, très vite. Internet n'a que 15 ans, 16 ans. J'ai dit 30 ans. Nous sommes au milieu du gué. Ça veut dire que quelque part, nous envolons accélération et convergence des technologies, nano, bio, information technology, technologie cognitive. Deuxième étage de la fusée, transformation des modèles économiques. Économie de l'usage versus économie de propriété, économie circulaire, économie du gratuit, modèle du long tail, etc., etc. On peut en prendre tous, et vous le voyez dans vos business models. Choc démographique et choc géopolitique. Nous étions 7 milliards lundi il y a 15 jours. Réfléchissez, quand vous étiez nés, combien nous étions de milliards? Entre 3 et 5. Plus les migrants climatiques. Parce que le développement durable, ce n'est pas la littérature. Donc c'est ça notre nouveau monde, c'est ça dans lequel nous avançons, et chaque jour change, dans lequel nous avons à réfléchir dans des systèmes d'organisation qui puissent changer après-demain. Donc on voit bien, d'une certaine façon, dans ce moment difficile, exigeant, de catastrophe, de changement, de nos habitudes héritées du monde industriel, on rentre dans une logique de service. C'est quoi du service? Ce sont des gens. Eh bien, l'enjeu, c'est de créer collectivement des dispositifs pour inventer l'avenir. Et c'est ça, finalement, dans l'organisation de nos entreprises sur lequel nous devons avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rappeler Deming. Deming, il n'est pas tout jeune quand même, il est mort il y a un moment, il nous a écrit des tas de choses, et quand on le relit, et j'ai profité finalement de le relire avant de venir vous voir, je dis mais c'était génial quoi. Quand on voit les 7 plaies mortelles de l'entreprise que Deming a écrit, c'est fabuleux quoi. Je les cite. Éliminer le quota de production. La direction par objectif et toute forme de direction par les chiffres. Éliminer les exagérations
les slogans, les objectifs qui demandent d'atteindre le zéro défaut. Mettre tout le personnel à l'œuvre pour accomplir la transformation. Intéressant. Ce n'est pas nouveau, en quelque sorte. Mais il faut le faire. Et on était dans l'inertie de notre vieux monde industriel, et puis logique de résultat, machin. C'est fini. C'est fini parce que sinon, finalement, les choses vont changer. Et c'est fini parce que le monde devient numérique. Et vous avez aussi, je vous conseille de lire ce bouquin de Kazili, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Encore une fois, les technologies nous aident à repenser le monde, nous aident à repenser de manière de faire société et de faire en sorte que nous pouvons agir de façon nouvelle. Et vous, vous êtes l'urbanisation, les architectes, non pas des systèmes d'information, mais des systèmes de lien social. En quelque sorte. Et pourquoi ? Parce que le travail est devenu la communication. Avant, la communication, c'était à côté du travail. Maintenant, le travail devient la communication. Or, la communication, c'est du sens partagé. C'est la façon dont on va pouvoir faire les choses ensemble, créer du service, agir, faire, inventer, innover, s'adapter, etc., etc. Et donc, finalement, un nouveau rapport aux gens, à l'information, aux résultats. Parce qu'on le sait bien, l'activité change. Grosso modo, 50% et plus des métiers deviennent des métiers tacites. C'est-à-dire des métiers dans lesquels, vous le savez bien, l'enjeu c'est de traiter en permanence et de plus en plus des exceptions. Le monde est devenu un dispositif, finalement, nous avons à gérer en permanence des exceptions. Et gérer des exceptions impose finalement une autonomie, une capacité finalement à faire, à décider, à mettre en contexte et en performance de l'information pour résoudre des problèmes. Et ceci de façon inattendue, particulière, contextuelle, créative. Donc c'est un changement de la valeur, la chaîne de valeur dans laquelle tout devient coopératif, actif, partagé, reconnu, incertain, risqué. Oui, il faut prendre des risques. On n'en va pas vite sans prendre de risques. En somme, l'enjeu, c'est comment je vais mettre de la conversation dans les processus. C'est bien ça notre défi à tous. C'est bien ça notre exigence. Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, il y a des gens qui commencent. Je connais des grosses entreprises industrielles qui ont commencé. C'est difficile. C'est des risques. Ce sont des risques. Mais encore une fois, le monde va vite. Et mettre en place des systèmes de sécurité, de contrôle, de protocoles, de standards, machin, etc. Et puis quand on les met en place, ça a bougé, c'est trop tard, on recommence. Vous imaginez les coûts. Vous imaginez tout ça. Je suis vice-président de la FNET. La FNET, c'est l'association française du net. On a un programme qui s'appelle TIC et PME. On se bat pour montrer que quelque part, les technologies, ce n'est pas un coût, c'est un levier de création de valeur. Vous le savez bien. Mais pour que ça soit une création de valeur, ce n'est pas un coût. Ça veut dire que quelque part, on doit mettre l'accent au service de l'innovation de service, au service des gens, au service finalement de son efficacité en prenant des risques. Alors bien sûr, encore une fois, vous avez, vous, dans vos métiers, une partie importante qui est une usine, il faut que ça sorte. Et ça pèse sur tout le reste. Alors il faut réfléchir comment on peut gérer parfois ces schizophrénies, ces paradoxes et ce grand écart. En somme, peut-on imaginer des processus qui tirent profit du chaos ? Eh bien, vous, c'est ça votre défi. C'est ça votre mission. Good luck. Mais si vous ne le faites pas, c'est raté pour ceux qui vous payent, c'est-à-dire, je dirais, les patrons de l'entreprise, les actionnaires, la société, etc. Et vous ne pouvez l'inventer que dans votre propre contexte. Parce que vous êtes acteur du changement, acteur de la proposition, et ne pas se réfugier derrière les choses qui rassurent. Moi, je fais du parapente. Quand on fait du parapente, on a un fond de technique, et puis on est dans l'interprétation permanente. Il faut interpréter. C'est comme dans l'information. Nos systèmes d'information sont des systèmes dans lesquels la partition informationnelle, vous, en termes de DSI,
vous nous donnez à écouter l'information. Non, il faut donner à chacun la capacité d'interpréter la partition informationnelle, au sens piano du terme. Vous êtes des vendeurs de piano, pas des vendeurs de Chanifi. Avec la méthode Rose en plus. C'est bien ça, finalement, la transformation. Et votre défi. Puis alors, pensez à ça. Réfléchissez que quelque part, ce qui est l'enjeu, c'est la communauté de destin, c'est le lien social, c'est l'efficacité collective, c'est le rapport aux autres, c'est le ballon. On joue très bien au football avec des boîtes de conserve. Même si ce n'est pas de conserve, il faut jouer avec. Parce que vous l'aurez compris, vous êtes au service de ce qui est important aujourd'hui dans l'entreprise, les gens, qui deviennent tous des entrepreneurs de connaissances, des cultivateurs de confiance et des cueilleurs de compétences pour résoudre vite et bien les problèmes. Et en même temps, des bricoleurs. Pourquoi ? Parce que dans un moment de pénurie, dans un moment d'innovation, il faut faire avec les moyens du bord. C'est ça le défi. Vous donner à faire avec les moyens du bord. Et vous-même, vous êtes des bricoleurs. Vous devez être des bricoleurs. Acceptez-le. Acceptez-le. Et faites-le accepter. Parce que dans ce moment que j'évoquais tout à l'heure, de résilience, de rapidité, de pénurie, la pénurie c'est bien parce que c'est un accélérateur de créativité. La pénurie est créative. Elle soutient le bricolage. Collectif, on assemble, on fait. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on peut en parler des heures. Et puis il y a le management. Vous êtes des managers. Le point, c'est que quelque part, comme dit Amel, ben les choses, le management aujourd'hui, ça s'appuie sur des choses qui sont de moins en moins manageables. L'originalité, la non-conformité, les valeurs, etc. Et puis, quelque part, il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Toutes les études, toutes les analyses montrent que quelque part, encore une fois, c'est de plus en plus efficace quand on fait en sorte que les gens font les choses eux-mêmes si on les laisse faire. Parce que les gens, en général, doivent bien faire leur boulot. Et puis le leadership, avant, c'était notre système napoléonien, parce qu'on a un ADN en France, c'est mal foutu, quoi. Hein. Il faut faire un peu de thérapie génique, on est individualiste et hiérarchique, on a des écoles, quand on en sort, on pense qu'on est en mesure de penser à la place des autres. C'est fini, on ne pense plus à la place des autres. Et le leader, c'était le pont d'Arcole. Mais non, le leader, c'est celui qui est capable de faire en sorte que les autres se connectent de façon volontaire et indépendante de lui. Parce que les gens ont confiance dans les autres. L'autorité change. Et donc, dans ces leaders, quelque part, c'est le... Excusez-moi, j'utilise un peu le latin. C'est la capacité, finalement, effectivement, à bricoler, à organiser, à faire en sorte. C'est une transformation radicale pour les gens. C'est une posture différente. C'est fini. Contrôle-commande, it's the end. Et je peux vous dire, la jeune génération, ils vont vous le dire fort. Et quand vous êtes dans une entreprise dont certains êtes les DSI et que vous interdisez à un jeune employé d'accéder à Facebook, vous faites deux choses. Vous perdez un actif considérable. Parce que l'actif, aujourd'hui, pour résoudre les problèmes, c'est son réseau social. J'ai confiance dans les gens pour résoudre des problèmes et ils vont m'aider à le résoudre. Deux, vous allez le perdre. Parce que si vous n'êtes pas accepté, il s'en va. En somme, vous aurez compris que quelque part, vous avez, et nous avons tous, ici, à ce moment de l'histoire particulier, en France, dans nos métiers, à réinventer le modèle. Nous sommes acteurs de l'invention des nouveaux modèles. Les ingénieurs anglais, allemands, français ont inventé l'âge industriel. C'est fini. Non pas qu'il ne faille pas produire des avions,
des centrales nucléaires, des voitures, des objets. Mais les modèles de production changent. Parce que les Fab Labs arrivent, parce que l'imprimante 3D va nous permettre de faire des tas de choses, etc., que l'Internet des objets, tout ça va bousculer nos modèles industriels classiques. Donc, inventons des nouveaux modèles, et je fais toujours référence à Buckminster Fuller, qui est un des grands de l'innovation, comme vous le savez. Donc, c'est à nous. C'est pas là, on ne sait pas. Nous sommes les ingénieurs du nouveau monde, c'est notre défi. Et vous aurez compris que quelque part, nous sommes ce que nous partageons, et nous partageons ce que nous sommes. C'est ça notre défi. Je vous remercie.